À tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et puis surtout pour préparer la semaine qui arrive, qui s'annonce elles aussi très intéressantes, très chargées et donc potentiellement avec un certain nombre d'opportunités. Juste avant de commencer, annonce très importante. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h en live sur Twitch et sur TikTok pour une annonce exceptionnelle, une opportunité exclusive à ne pas manquer qui ne se présentera pas deux fois. Donc pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur les différents réseaux et surtout rejoignez le serveur Discord. Il est ouvert à tous, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Et petit aparté, je vous rappelle que notre tout premier e-book est toujours disponible, il est totalement gratuit. Vous avez tous les liens en bio et en description pour le télécharger. Allez, c'est parti. On commence tout de suite et pour démarrer, on va faire un retour sur les éléments principaux de cette semaine, les catalyseurs principaux de la semaine qui concernaient les États-Unis, donc avec la croissance, les chiffres de PIB qui ont été publiés jeudi après-midi, qui ont été bien en dessous des attentes, ce qui a déjà amené un petit peu de stress et de volatilité sur les marchés. Et la deuxième data très importante de la semaine, elle concernait les chiffres de l'inflation avec donc les chiffres PCE. Je vous ai fait des rapports économiques détaillés dans le serveur Discord que je vous invite à aller voir. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir de ces résultats-là, c'est que l'inflation ne ralentit plus. Elle a même rebondi, on l'a vu sur les derniers mois, mais on n'arrive pas à la faire redescendre plus bas. Le problème, c'est que l'objectif de la Fed, je le rappelle, c'est de ramener l'inflation sous les 2%. Et pour le moment, on n'arrive pas justement à la faire baisser et elle reste un petit peu scotchée aux alentours des 3%. Alors c'est déjà quelque chose qu'on avait pu observer il y a 2 semaines avec la publication des chiffres IPC. Mais je vous rappelle que les chiffres PCE, ce sont des chiffres mieux pondérés, plus précis, qui nous donnent donc de meilleures indications et surtout qui ont plus de poids dans les décisions de la Fed. Alors justement, ça tombe bien qu'on parle de la Fed. Pourquoi ? Eh bien parce que mercredi prochain, donc dans quelques jours maintenant, va avoir lieu le prochain FOMC. FOMC, c'est quoi ? C'est le moment où la Banque Centrale Américaine publie sa décision concernant les taux d'intérêt directeurs. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Les taux devraient rester inchangés et donc maintenus à 5,5%. La vraie question derrière tout ça, c'est va-t-on avoir une baisse des taux sur cette année 2024 ? La Fed va-t-elle pivoter ? Si oui, quand ? Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, les marchés anticipaient 6-7 baisses des taux sur cette année 2024. Aujourd'hui, le marché en anticipe 3, une, voire même peut-être pas du tout. Effectivement, si on regarde pour le mois de juin, voilà, pour moi, ici, c'est du bullshit total. Il n'y aura pas de baisse des taux au mois de juin. C'est totalement impossible quand on voit le chiffre de l'inflation actuellement. Ok ? Ça, c'était les chiffres phares à retenir de cette semaine d'un point de vue macroéconomique. Mais attention, il n'y avait pas que de la macro importante cette semaine, il y avait aussi de la microéconomie, avec notamment des résultats importants du côté des 7 magnifiques. Vous savez, les 7 magnifiques, c'est un groupe d'actions dans lesquelles on retrouve notamment Meta, Google, Tesla ou encore Amazon. Sur ces 7 magnifiques, on en avait 4 qui publiaient ces résultats cette semaine. On a eu Tesla qui a publié des résultats en baisse mais avec une action qui a quand même plutôt bien résisté. On a eu Meta qui a publié de très bons résultats. Okay, et on a eu Microsoft et Google qui ont eux aussi publié de très bons résultats. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même de grosses pondérations, de grosses entreprises mondiales américaines qui tiennent le coup et qui résistent bien à cette période avec une forte inflation et une croissance, on le voit, qui ralentit. C'est ce que je vous ai expliqué quand même cette semaine dans la vidéo d'hier, que voilà, il y avait une alerte stagflation aux États-Unis qui n'était surtout pas à négliger. D'accord ? Alors tout ça, c'est loin d'être terminé, les amis. On n'est pas sorti de l'auberge. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, mercredi, on aura le prochain FOMC. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Vendredi prochain, on va avoir quoi ? Le rapport NFP qui va être publié aux États-Unis. Le rapport NFP, c'est quoi ? C'est le rapport sur l'emploi aux États-Unis le plus important. Ok ? Dans ce rapport NFP, on retrouve le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Dans le contexte actuel, ce sont des chiffres particulièrement importants. Mais attention, macroéconomiquement, il y a ça, mais microéconomiquement,
économiquement, il y a aussi des choses qui vont être à surveiller. Et oui, semaine prochaine, on a à nouveau de grosses entreprises, de grosses pondérations des indices qui publient. Le reste des 7 magnifiques, avec Amazon notamment et Apple. Mais c'est pas tout. On aura aussi PayPal, on aura AMD, on aura Pfizer, on aura Coinbase. On a du très lourd qui nous attend semaine prochaine les amis. Donc à mon avis, ça va continuer de swinger, ça va continuer de valser. Donc il va falloir être prudent. On a pu observer quand même que durant cette semaine, le VIX avait eu tendance à se détendre un petit peu. Après une grosse montée sur une bonne partie du mois d'avril, on est venu quand même respirer un petit peu sur cette semaine. Mais attention, ça pourrait très vite repartir à la hausse, sans oublier qu'on a toujours des tensions au Moyen-Orient qui sont particulièrement élevées. Okay, et qui n'ont pas du tout, qui ne se sont pas du tout détendues. Au contraire. D'accord? Donc ça, c'était les premières choses à comprendre. Bon, au-delà de ça, cette semaine, elle s'est plutôt bien passée de notre côté. On s'en est sorti avec des bons résultats, d'ailleurs, que je vous ai partagé tout à l'heure. Tous nos services et tous nos comptes ont été en vert sur cette semaine. Et globalement, on finit le mois très bien. Je vous ai partagé le total sur le mois sur nos différents réseaux sociaux. On s'en sort très bien avec des mois dans le positif. On est à peu près sur plus 0,5% sur la partie trading crypto. On est sur du plus 7% sur le trading sur les marchés financiers traditionnels. Donc ce sont quand même de très bons résultats. Maintenant que tout ça c'est dit, d'un point de vue purement technique, qu'est-ce que je vais faire et sur quoi je vais continuer de travailler semaine prochaine? Ben sensiblement les mêmes choses. Dans le contexte actuel et au vu de ce que je vous ai expliqué précédemment, le dollar américain reste pour moi dans une configuration haussière. Tout comme les taux courts, taux 2 ans, taux 10 ans. De ce fait, je vais plutôt garder des réflexions vendeuses sur les classes d'actifs risqués. Donc, les indices, notamment le Nasdaq, que j'attends quasiment sur la zone actuelle là, des 17 800 $ pour aller chercher de la continuation baissière. Et même chose du côté des indices européens. Je suis toujours vendeur sur le CAC, je suis toujours vendeur sur le DAX et je vais potentiellement passer bientôt vendeur sur le FTSE, qui est venu chercher d'ailleurs de nouveaux ATH, l'indice britannique, cette semaine. Le seul que je ne vends pas, c'est le S&P 500. Alors pourquoi je ne le vends pas, le S&P 500, contrairement à ce que j'avais prévu initialement? Eh bien parce qu'il est venu réintégrer une structure 4 heures et il vient de mettre en place, il a mis sur cette fin de semaine en place une structure haussière en 4 heures très intéressante. Alors oui, on a laissé de la liquidité un petit peu plus bas, c'est vrai, mais je considère quand même qu'on est sur un indice qui est particulièrement résilient au vu de la situation actuelle et qui pourrait très bien continuer de performer. On a vu, malgré que l'inflation reste haute, malgré que la croissance ralentisse, ça ne l'a pas forcément gêné plus que ça cette semaine. Ok? Ça, c'est du côté des indices. Le Dow Jones, lui, pas de changement, je ne le touche pas pour le moment. On a pris un petit trade durant la semaine qui s'est d'ailleurs très bien passé sur le Dow, ok, que je vous avais partagé dans le serveur Discord. Mais comme vous le voyez, c'est plutôt un actif sur lequel je vais privilégier des prises de position à court terme. D'accord? Plutôt sur du scalp lors de la session US. Je ne vais pas chercher une exposition plus longue, trop longtemps, justement sur cet actif qui est pour moi beaucoup plus incertain et beaucoup plus compliqué à appréhender que ses amis. Ok? Ça, c'était pour les indices. Du côté du Forex maintenant, pas de gros changements non plus de ce côté-là. Je continue de travailler l'euro GBP à l'achat, sur lequel j'avais tenté un renforcement de position sur cette fin de semaine, mais ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réagi sur la première zone de rechargement que j'avais. J'en ai une deuxième un petit peu plus bas. Si celle-ci ne réagit pas non plus, alors je pense que je clôturerai ma position ABE. Sur euro-USD, mon plan est simple. Je vous l'ai partagé dans le serveur Discord. Vous voyez ici la position. C'était de revenir chercher ce niveau-là, cette résistance, cette structure, ce niveau de polarité, pour repasser à la vente et ensuite viser le bas du range daily en direction des 1.05. D'accord? Donc là, je vous avais partagé une première petite position à court terme, mais c'est probablement un trade qu'on va laisser tourner beaucoup plus bas en direction du bas de range daily. Ok? Ça, c'est pour euro USD. Sur GBP AUD, maintenant, il est revenu, donc vous savez qu'on avait pris un premier trade ici à l'achat qui s'était très bien passé. Et on s'était repositionné du coup sur cette zone. Le problème, c'est que pour le moment, la réaction du GBP AUD, elle est beaucoup trop faible à mon goût. Donc là aussi, je pense que je ne vais pas chercher à prendre trop de risques et je vais tout simplement clôturer ma position ABE
ce qui me permettra par la même occasion de limiter un petit peu mon exposition au marché à l'approche de catalyseurs importants qui amèneront probablement de la volatilité. Et puis il y avait un dernier trade que l'on travaillait depuis un petit moment maintenant, c'est tout simplement le GBP, je ne vais pas réussir à l'écrire, GBP JPY, voilà, on y est, donc la livre sterling face au yen japonais. On avait un trade qui s'était très très bien passé dans un premier temps, poum, et puis ensuite la livre a totalement explosé à la hausse et donc on est sorti de notre position. Alors c'est pas grave parce que du coup on s'en sort quand même avec des bénéfices, mais beaucoup moins que ce qu'on avait prévu initialement. Donc voilà, ça fait partie du jeu, on ne peut pas gagner à tous les coups, notre première entrée était bonne, la deuxième moins bien, c'est comme ça. Du côté des matières premières maintenant. Sur le pétrole, pas de changement, mon plan est toujours le même, j'attends un retour dans la zone des 80 points pour aller chercher de la continuation haussière. Pour moi, au vu de la situation géopolitique et au vu des décisions de l'OPEP, donc qui ne ralentissent pas leur coupe de production, il n'y a aucune raison d'envisager un retournement baissier à moyen terme sur le pétrole. Donc je garde plutôt une casquette acheteuse, une casquette haussière. Du côté du gold, ça a été une semaine un petit peu plus agitée. On avait donc après 2 positions short tenté de repartir encore à la vente à la cassure de cette structure 1 heure sur le gold pour aller chercher les equal low aux 2265 points. Ça s'est conclu par un petit SL, on est venu réintégrer la structure H1, ce qui m'a fait repasser à l'achat avec du coup des objectifs à nouveau haussiers. D'accord? Donc voilà comment je prévois de travailler le gold semaine prochaine. Maintenant, attention, ok? Là c'est le week-end, je vous explique les plans que j'avais jusqu'à maintenant, jusqu'à la fermeture des marchés hier soir. Bien évidemment que lundi, on reprendra tout ça et on verra si c'est toujours cohérent, si on adapte, si on ajuste certaines de nos positions ou si on reste sur le travail que l'on a fait actuellement. Ok? Du côté des cryptos maintenant. Sur Bitcoin, pareil, le plan n'a pas tellement changé. À moyen terme, mon objectif est toujours de revenir chercher cette zone de liquidité, donc le lot qu'on a laissé au début du mois de mars dernier, aux alentours des 59 000 $. A noter que Bitcoin est toujours dans cette grosse phase de latéralisation, cette phase de range, depuis bientôt 2 mois. Ça, c'est pour du moyen terme. Bon, les datas d'order flow et l'order book, que je vous ai déjà montré un certain nombre de fois dernièrement, je pense que l'order book ne va pas vouloir s'afficher, c'est génial, viennent me conforter un petit peu dans ce biais baissier à moyen terme. Maintenant, attention, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est pas sûr qu'on revienne chercher les 59 000 $, mais il faut quand même comprendre qu'on a eu plusieurs zones d'ordre qui sont venues bloquer le prix, et par contre, on a énormément d'ordres d'achat beaucoup plus bas, entre les 60 000 et même les 57 000 $. Plus ça va, plus on a des ordres qui s'accumulent vers le bas. Regardez pareil ici, à 54 000 $, on a une grosse zone d'ordre. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les 59 000. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, c'est pas impossible non plus que les 59 000 ne tiennent pas et qu'on vienne même chercher plus bas à 53 000. Ok? En tout cas, à plus court terme, mon plan c'est ça. Enfin, ma zone d'intérêt, c'est celle-ci. Celle que vous voyez ici en orange. Ok? C'est la même que je vous ai déjà présentée fin de semaine. Pour moi, l'objectif va être de venir récupérer ce niveau-là pour aller chercher de la vente. Tant qu'on n'a pas récupéré ce niveau-là, je ne fais rien. Si jamais le prix descend vers le bas directement, tant qu'on n'a pas swept la zone des 59 000 $, je ne fais rien. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui me disent « Alex, faut faire quoi sur Bitcoin? Faut acheter, faut vendre, nanani, nanana. » Des fois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Moi, actuellement, au vu de la situation, je pense qu'il ne faut rien faire. Il faut plutôt être dans une optique d'observation, de réflexion, de préparation, mais pas forcément dans une optique d'action, d'application. Ok? C'est très très important en trading, en investissement, de segmenter les différentes phases de travail sur le marché, entre des phases, justement, je vous le disais, d'observation et de préparation, et des phases d'application. C'est très très important. L'investisseur actif doit apprendre à rester inactif. C'est hyper important. Ça, c'est pour BTC. Du côté d'Ether, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on a un Ether qui est quand même plus faible que BTC. On a une dominance qui reste très élevée sur BTC et une paire ETH-BTC qui est elle aussi en difficulté. De ce fait, je reste aussi plutôt vendeur sur Ether. On a d'ailleurs pris une très jolie position à la vente cette semaine, mais toujours avec une zone d'intérêt un petit peu plus haute comme sur BTC pour aller chercher de la continuation baissière. D'accord? Rien de compliqué. Du côté des altcoins, pour le moment, je ne fais rien. Je continue
de les travailler en spot, en rechargeant et en ajustant mes différentes lignes de portefeuille. Je continue aussi de faire des recherches fondamentales pour dégoter de nouveaux projets intéressants, mais je n'essaye pas de les trader à court terme. C'est beaucoup trop dangereux et beaucoup plus compliqué, selon moi, au vu de la situation actuelle. Voilà les amis, pour la semaine prochaine, on suivra tous les éléments importants de la semaine en live. Je vous ai partagé le planning tout à l'heure. Il y aura juste mercredi qui sera un petit peu plus léger, étant donné que c'est férié, il n'y aura pas de matinale ni de session l'après-midi, mais il y aura un live news avec Théo à 18 h et on suivra le FOMC ensemble en live à partir de 19 h 45. Je vous rappelle aussi qu'on vous donne rendez-vous lundi à 18 h en live sur Twitch et sur TikTok pour une annonce exceptionnelle que l'on a à vous faire chez Blockchain Capital. Donc soyez présents, c'est une opportunité exclusive à ne pas manquer. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont sur les live Twitch et sur TikTok, ne bougez pas les amis, je vais répondre à toutes vos questions d'ici un instant. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, likez la vidéo et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.